peu en fait the European Joint Program of Rare Disease et c'est une nouvelle entité qu'on connaît mal et comme ça en fait elle veut nous faire connaître l'entité ainsi que les financements qui vont avec et nous encourager pour candidater pour. Alors, merci beaucoup, merci pour l'invitation. J'espère que voilà, je suis là pour répondre aussi à toutes les questions et j'espère de vous donner un petit peu des éléments sur qu'est-ce qui est le European Joint Programme on Rare Diseases et quelles sont effectivement les opportunités, les possibilités qui se cachent derrière. Donc, juste avant de commencer, deux slides d'introduction. La première, c'est sur le Consortium international sur les maladies rares. Pourquoi je présente ça? Parce que ces consortiums, c'est aujourd'hui au niveau international, on peut dire une organisation non formelle, parce qu'elle n'est pas une entité légale, mais qui existe déjà depuis 10 ans et qui a été créée entre la Commission européenne, ou initiée par la Commission européenne et le NIH, et donc qui, depuis 10 ans, on peut dire, a une place assez importante quand même dans le monde des maladies rares en ce qui concerne la stratégie de la recherche sur les maladies rares. Et c'est aussi un consortium donc, dans lequel il y a des agences de financement, des instituts de recherche, des associations des patients ainsi que des entreprises pharmaceutiques et qui établissent on peut dire des objectifs spécifiques. Et donc l'objectif de IRDIRC pour 2027 et de permettre à toutes les personnes avec une maladie rare d'obtenir un diagnostic, une thérapie si possible, en un an après avoir été consulté par les premiers spécialistes. Donc c'est un objectif qui est très ambitieux, mais je le montre parce que EJPRD s'inscrit dans cette optique et donc toutes les activités de EJPRD sont aussi orientées pour permettre à obtenir ou à atteindre cet objectif. Autre élément d'introduction, c'est un petit peu le paysage de maladies, on peut dire dans la recherche ou des maladies rares en Europe, avec des différents acteurs. Pourquoi je montre ça? Parce que ce sont, on peut dire, des éléments clés de EJPRD. Donc, comme j'ai déjà montré, il y a IRDIRC avec, au niveau stratégique, il y a la Commission européenne, il y a IRDIRC. Au niveau des financements, bien sûr, en plus de la Commission européenne, depuis 2006, nous avons eu RANET-IRR, qui était déjà on peut dire un consortium des financeurs qui finançait la recherche multinationale sur la recherche multinationale sur les maladies rares. Il y a un différent nombre des infrastructures européennes ou internationales, certaines qui sont dédiées spécifiquement aux maladies rares, comme par exemple Orphanet ou ArdiConnect. Il y a aussi la nouvelle plateforme de la Commission européenne sur le registre pour les maladies rares, ainsi qu'un certain nombre des infrastructures européennes, en fait, qui ne sont pas spécifiquement dédiées aux maladies rares, mais qui sont impliquées, par exemple, des infrastructures dédiées aux essais cliniques, à la recherche translationnelle, biobanques, données, etc. Bien sûr, et après, deux acteurs très importants, les réseaux européens des références et bien sûr les patients. Donc tout ça s'inscrit dans ces paysages qu'on a aujourd'hui en Europe. Et en fait, c'est pour ça, pour mettre tous ces acteurs ensemble, que le EJPRD a été créé. Donc en fait, on peut dire en quelques mots que l'objectif du EJPRD, c'est de créer vraiment un écosystème de la recherche sur les maladies rares pour justement faciliter la recherche, donner des outils nécessaires pour faciliter la recherche et bien sûr des développements du diagnostic et des traitements pour les patients avec des maladies rares. Alors, qu'est-ce qui représente donc EJPRD en termes, on peut dire, administratifs? Ce sont 89 bénéficiaires et à peu près 50 les parties tiers. Donc là, on parle en termes d'institutions. Donc c'est au total plus de 130 institutions des 35 pays. Quand on parle des institutions, ça inclut justement des institutions à cascade. Par exemple, tous les 24 réseaux européens de référence font partie du EJPRD, ainsi que de ces infrastructures européennes qui elles-mêmes sont aussi en cascade, et Eurordis pour représenter les patients.
En termes du budget, on parle de budget de 5. Donc, c'est un programme qui est cofinancé par la Commission européenne et les États membres. La Commission européenne apporte 55 millions d'euros et les États membres au moins le même budget. Pourquoi j'ai dit au moins? Parce que comme vous allez voir, il y a des appels à projets annuels qui sont lancés dans le cadre du EGPRD. Et donc, le budget que nous avons calculé au début, c'était un budget qui était de à peu près 50 millions d'euros, alors qu'il y aura d'autres appels à projets qui vont apporter encore plus d'argent. Donc à la fin, on espère, en tout cas on compte que le budget total de ces programmes-là va s'élever au-delà de 100 millions d'euros. Alors maintenant, en termes d'organisation, donc comment tout ça est organisé, donc il y a bien sûr la coordination et toutes les activités transversales, donc la stratégie, tout ce qui concerne la pérennité du programme, parce que c'est un programme qui normalement se déroule depuis janvier 2019 et va durer jusqu'à décembre 2023. Et nous sommes déjà en négociation pour la suite de ces programmes. Il y a bien sûr tous les aspects éthiques et réglementaires ainsi que la communication. Et le reste des activités du EGPRD sont divisées en 4 gros blocs, ce qu'on appelle des piliers. Toutes les activités des financements sont dans le pilier numéro 1. Le pilier numéro 2 se concentre sur la création de la plateforme virtuelle des accès qui regroupe des accès aux données et des services. Pilier 3 représente tout ce qui est formation et enfin le pilier 4, tout ce qui est accélération de la recherche et des essais cliniques. Donc tout ça, bien sûr, est connecté. Donc ce ne sont pas 4 blocs séparés. Tout le monde collabore ensemble. On travaille ensemble avec la coordination centrale. Il y a énormément d'interactions entre les différents piliers, les partenaires qui sont impliqués dans les différentes activités. Donc, je vais très brièvement passer sur les activités dans chaque pilier et après, je pense que ce qui vous intéresse le plus, je vais me concentrer surtout sur ce qui est intéressant pour vous. Donc, comme j'ai mentionné, donc, là, vous voyez les photos. Donc, chaque pilier, en fait, a 2 leaders. Donc là, vous voyez des photos des leaders du pilier 1, Ralf Schuster et Sonja Van Willy. Donc, comme j'ai mentionné, le pilier 1 se concentre sur le financement de la recherche. Donc, c'est là où on va trouver des opportunités de financement qui se traduisent aujourd'hui, en tout cas, par 3 types d'activités. Les premiers, ce sont des appels à projets transnationaux, collaboratifs, qui sont lancés chaque année. Donc là, il s'agit en fait de projets multinationaux, donc ça veut dire qu'ils regroupent au minimum 4 équipes de 4 pays différents. Il y a aussi, au sein de ces projets-là, il y a aussi les financements spécifiques pour les associations des patients. Je vais vous montrer un petit peu plus de détails sur ça tout à l'heure. L'autre type de financement que nous proposons, c'est ce qu'on appelle le Networking Support Scheme. Donc ça, c'est pas un financement pour la recherche. C'est le financement à peu près de maximum 30 000 euros pour le networking, donc pour organisation de workshops, des réseaux, pour élargissement des réseaux, pour les collaborations, pour établissement de nouvelles collaborations, etc. Donc là, l'idée, c'est vraiment de soutenir la communauté maladie rare pour qu'elle puisse s'accroître, mais aussi pour qu'elle puisse partager ses connaissances. Le troisième type de financement, c'est un partenariat public-privé, c'est ce qu'on a appelé Rare Disease Research Challenges. C'est un appel à projet où en fait on travaille avec des entreprises pharmaceutiques où en fait c'est elles, bien sûr après la validation par EGPRD, qui lancent en fait des challenges. Donc là vous voyez en fait 4 challenges qui sont actuellement en cours. L'appel à projet il est toujours ouvert. Et donc l'idée, c'est de mettre ensemble des chercheurs académiques, des SMEs et le pharma pour résoudre des challenges spécifiques dans un temps très court et qui après, dans le résultat, va être repris justement par l'entreprise pour l'amener jusqu'à la fin de son développement. Et bien sûr, nous avons aussi un work package qui est dédié au monitoring des activités de financement et de recherche dans ce pilier spécifique. Alors, les piliers 2, c'est les piliers, en fait, comme je disais, qui, en fait, dans leur rôle est de créer la plateforme virtuelle des données, des services, des registres. Donc, qu'est-ce que ça représente ? C'est un
pilier très collaboratif où en fait il y a une vraie interaction entre d'un côté on peut dire des bioinformaticiens et de l'autre côté les utilisateurs, parce que l'idée c'est de ne pas créer un outil en fait qui juste pour qu'il existe, mais pour qu'il soit vraiment utilisé. Donc rien que pour vous mentionner certains outils ou ressources qui sont en cours d'intégration dans ces plateformes. L'idée, c'est qu'en fait, il y a un point d'accès dans lequel, à travers lequel on peut trouver des multiples types de données, des biobanques, des registres, des données omiques, par exemple, qui sont interconnectées, qui, ce qu'on appelle sont FAIR, donc c'est Findable, Accessible, Interoperable and Reusable, et donc, en fait, qui proposent aussi des outils pour faire la recherche sur les maladies rares en connectant justement tous ces ressources-là. Je ne vais pas passer plus de temps sur ces work packages spécifiques, sur ces piliers spécifiques, mais voilà, c'est la plateforme. Donc la plateforme, les premières années, c'est concentré surtout en fait sur interconnexion des différentes ressources. Et en deuxième année du programme, donc cette année, la plateforme va vraiment voir le jour. Le troisième pilier, c'est celui qui est dédié à tout ce qui est formation. Donc, encore une fois, ici, on a des différents types de formations. Donc, vous avez tout ce qui est, par exemple, les formations sur le data management, la qualité, la qualité et le data management. Donc, il y a des différents types de formations qui sont proposées. Il y a aussi, donc en ce moment, il y a une ouverture d'un workshop ou formation qui cible plus spécifiquement les solutions pour les maladies non diagnostiquées. Il y a aussi des formations qui sont spécifiques pour les patients. Donc ça, c'est sur le leadership de Eurordis. Donc c'est là où en fait Eurordis déploie différents types de formations. Probablement vous connaissez peut-être le Summer School, le Winter School, qui sont des formations qui sont dédiées plus spécifiquement aux patients et aussi aux chercheurs pour en fait les familiariser avec le processus de développement du médicament ou la recherche sur les maladies rares dans son ensemble. Mais ce qui est nouveau, par exemple, c'est la nouvelle formation sur le leadership, en fait, pour les patients, pour les rendre, on peut dire, voilà, pour leur donner plus de connaissances et pour qu'ils soient considérés plus comme un partenaire dans la recherche plutôt que juste un interlocuteur. Autre chose qui est développé dans ces piliers, c'est ce qu'on appelle le e-learning. Donc on est en train de développer une plateforme via l'utilisation d'une plateforme, en fait une formation sur la recherche sur les maladies rares qui sera accessible à tous et donc normalement payante. Donc il y a plusieurs modules qui sont en cours de développement et les premiers modules devraient être lancés cette année. Et enfin, il y a aussi un work package qui est géré et qui est développé par les réseaux européens des références et qui concerne plus spécifiquement les formations qui sont dédiées pour les réseaux européens des références. Et donc là-dedans, il y a deux types de formations. Il y a ce qu'on appelle les fellowships et aussi les workshops. Et ça vient d'ouvrir. Donc en fait, il faut être membre de ERN pour pouvoir postuler cette première année. Et on espère que ça pourra être étendu après à un public plus large. Enfin, le quatrième pilier, donc c'est celui qui se concentre sur la translation de la recherche ou accélération de la translation de la recherche et sur et des essais cliniques. Donc là-dedans, encore une fois, il y a, on peut dire, deux types d'activités. Il y a d'activités de support. Donc, à travers ces activités, en fait, on a mis en place des outils. Donc on est en train de finaliser ce qu'on appelle l'Innovation Management Toolbox. Donc c'est en fait pour ceux qui sont intéressés par la translation, par la recherche translationnelle et des outils de comment en fait on amène un résultat vers un produit. Donc ça c'est quelque chose qui peut servir. Sinon nous avons aussi ce qu'on appelle l'Innovation Manager, donc en fait des personnes physiques qui sont là pour soutenir des chercheurs, des chercheurs par exemple qui font partie du EJP, qui font partie des projets qui ont été précédemment financés par IRER ou qui font partie des ERN, pour les soutenir en fait et leur aider dans leur recherche translationnelle, mais aussi pour trouver par exemple des financements, des nouveaux financements ou des financements ou des sponsors potentiels qui seraient intéressés
par les projets proposés. Et enfin, le dernier, c'est celui qui se concentre sur les essais cliniques. Donc là, dedans, on a encore une fois deux types de supports. Les premiers, c'est en fait ce qu'on appelle un helpdesk, un support office qui a été développé ensemble avec ECRIN. Donc ECRIN, c'est une infrastructure européenne qui est dédiée à tout ce qui est management des essais cliniques. Donc en fait, encore une fois, ce bureau, il est ouvert à tout le monde. Donc tout le monde peut postuler, demander de l'aide à travers ces bureaux-là si vous êtes intéressé par le montage des essais cliniques multinationaux. Et l'autre partie, c'est la recherche, on peut dire, qui est menée à l'intérieur du EJPRD, qui est ouverte, qui se concentre sur les projets des démonstrations, en fait, des nouvelles méthodologies pour des essais cliniques. Donc c'est pas des essais cliniques, on finance pas ici des essais cliniques per se, mais on finance en fait la démonstration des méthodologies en fait qui sont nécessaires pour mener des essais cliniques dans les petites populations. Et donc c'est un appel à projet en fait qui est ce qu'on appelle interne, mais qui est donc ouvert à toutes les institutions qui font partie de EJPRD. Là, comme je montrais, donc on parle de 130 à la base, plus toute la cascade qui arrive après. Alors, juste un mot sur la gouvernance, parce que, et surtout sur deux aspects importants. En fait, ce que je voulais indiquer, c'est qu'en fait, en plus de la gouvernance, quand même plus ou moins classique, avec un assemblée générale de tous les partenaires du EJPRD, nous avons aussi ce qu'on appelle le Policy Board et National Mirror Groups. Et en fait, donc, dans les Policy Board, nous avons des représentants de tous les ministères, de tous les pays qui sont impliqués dans EJPRD, dans le ministère des Recherches et des ministères de la Santé, ainsi que la Commission européenne, des associations des patients, aussi des grands groupes, en tout cas des associations de grands groupes pharmaceutiques et des SMIs, parce que l'idée est aussi de pouvoir vraiment dialoguer et de permettre la traduction de tout ce qui se passe à l'intérieur du EJPRD à travers, dans les actions spécifiques au niveau national. Et c'est là où les groupes miroirs nationaux sont très importants. Nous avons un groupe comme ça ici en France, et d'autres sont en cours de création ou sont déjà créés dans les autres États membres qui participent dans le EJPRD, pour avoir encore être encore plus proche de la communauté maladie rare au niveau national, donc qui est représentée par les chercheurs, par les cliniciens, par les patients, par d'autres parties prenantes, par les policy makers en fait, qui font partie au niveau national. Et donc, comme vous pouvez imaginer, au niveau français, les actions de EJPRD sont étroitement liées à des actions du plan national maladie rare 3 qui est actuellement en cours. Alors, donc si je passe maintenant sur ce qui vous intéresse probablement, donc qu'est-ce qu'il y a dans ce programme pour vous en ce moment, qu'est-ce qui est ouvert, quelles sont les opportunités. Donc je vais commencer par les opportunités des financements. Donc en ce moment, nous avons l'appel à projet qui est ouvert donc, avec les deadlines quand même de soumission pour le 18 février. C'est un appel à projet qui se concentre sur la recherche préclinique pour le développement des thérapies. Donc vous avez plus de détails sur le site de EJPRD. L'idée ici, c'est quand même ce sont des projets multinationaux, donc ça veut dire 4 équipes de 4 pays différents. Il faut que ces pays participent dans l'appel à projet. En ce qui concerne nous, la France, clairement, l'agence des financements, c'est l'ANR qui participe. Donc, ça veut dire que en fait, c'est les règles de l'ANR qui s'appliquent en termes, par exemple, d'éligibilité, donc en termes des institutions, donc les hôpitaux, les universités, les instituts de recherche, etc. Et comme je mentionnais aussi, là-dedans, il y a un financement pour les associations des patients, donc on encourage très fortement la participation des associations de patients dans le projet des recherches, et donc il y a un financement spécifique dédié pour qu'elles puissent participer. Autre, le networking scheme, en fait, c'est un appel à projet qui est ouvert tout le temps. Donc ça veut dire que vous pouvez déposer votre dossier à n'importe quel moment, c'est juste que nous avons 4 sessions d'évaluation par an, donc tous les 3 mois. Donc si votre projet arrive malheureusement juste après, ça veut dire qu'il va être révivé dans la session d'après. Donc encore une fois, toutes les informations sont sur le site de EJP. Alors, ça, maintenant, en ce qui concerne
excusez-moi, je suis un petit peu perdue. Oui. Donc, en ce qui concerne d'autres, donc ça, je voulais juste montrer, c'est l'appel, on appelle ça l'appel à projet, mais en fait, en réalité, c'est donc cet appel à projet pour les fellowships et les workshops qui a été lancé dans le cadre des ERN. Donc ça, c'est quelque chose pareil, avec des deadlines qui arrivent le 2 mars, si je me souviens bien, le 2 mars et le 16 mars. Donc là, l'idée, c'est, par contre, en tout cas pour l'instant, il faut être membre d'un ERN ou un membre associé d'un ERN pour pouvoir postuler pour ces financements-là. Les Rare Disease Challenges, comme j'ai déjà présenté, donc qui est actuellement en cours. Donc là, l'idée, effectivement, c'était... Donc il y a un networking event qui va avoir lieu. Les deadlines, malheureusement, pour s'enregistrer étaient hier. Je ne sais pas, il est peut-être possible qu'on va ouvrir encore des places. Donc n'hésitez pas éventuellement de regarder si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Et enfin, celui dont je mentionnais aussi, donc celui sur les méthodologies, donc encore une fois, ouvert aux partenaires du EJPRD, mais aujourd'hui, EJPRD couvre pratiquement 85% de toutes les institutions de maladies rares en Europe, donc il est assez difficile de ne pas pouvoir rentrer dedans. Donc c'est pareil, l'ouverture, il a été ouvert au début du mois de février, il y a le temps jusqu'à 15 mars. C'est, on peut dire, un appel en 2 étapes. Donc là, pour le 15 mars, il faut soumettre une page. Voilà, il n'y a pas plus, il suffit de soumettre une page. Par contre, il est très spécifique, c'est-à-dire, en fait, pour pouvoir y participer, il faut avoir des données des essais cliniques précédents. Donc, parce que l'idée, c'est en fait d'utiliser des données des essais cliniques précédents pour tester les nouvelles méthodologies et démontrer que ces méthodologies-là peuvent améliorer des essais cliniques dans les petites populations. Et donc là, d'autres éléments donc, interaction dont vous pouvez profiter. Donc comme je disais, il y a pas mal de formations qui sont ouvertes et ça s'ouvre tout le temps. Donc n'hésitez pas aussi de regarder en fait dans les volets formation de nos trainings de EJPRD. Il y a tout un agenda en fait, donc comme ça vous pouvez voir qu'est-ce qui va s'ouvrir et quand. Il y a aussi, notamment à travers les ERN, il y a la collaboration étroite donc pour le développement de la plateforme, mais aussi des projets, on peut dire, plus spécifiques, notamment le multi-omics, en fait, qui rentrent là-dedans dans les développements de la plateforme virtuelle. Et enfin, comme je mentionnais, donc il y a les bureaux de support des écrins pour ceux qui sont intéressés par des essais cliniques multinationaux. Il y a aussi ce support que je disais pour la recherche translationnelle. Donc n'hésitez pas aussi de venir vers nous et poser des questions. Et surtout, ce qu'on a développé, c'est ce qu'on appelle le Help Desk. Donc c'est quelque chose qui est disponible de la homepage en fait, de EJPRD. Si vous êtes perdu, si vous n'avez pas... voilà, c'est trop compliqué, il y a trop de choses, vous ne savez pas où vous orienter, vous pouvez toujours soumettre votre demande ou votre question à travers Help Desk. Et on a une équipe derrière qui répond dans des délais très courts pour des demandes assez simples. Et alors, on peut dire de manière séquentielle, si c'est une demande plus complexe et qui a besoin de faire intervenir plusieurs interlocuteurs, plusieurs experts qui font partie de EJPRD pour vous aider dans vraiment pratiquement n'importe quoi, tout ce que vous voulez. Hein. Et enfin, je me permets quand même de vous encourager aussi parce que nous faisons aussi partie, donc on soutient les congrès REACT et la conférence IRDIRC qui cette année sont organisés conjointement. C'est un congrès qui est spécifique pour les maladies rares, pas pour des maladies rares dans le domaine spécifique, mais donc transversal et qui aura lieu cette année à Berlin. Donc il y a encore le temps de s'enregistrer. Les frais d'enregistrement sont vraiment très bas. On a essayé d'en faire un prix très raisonnable. Donc n'hésitez pas aussi de vous enregistrer. Peut-être on se verra à Berlin au mois de mars. Merci. Merci Daria. Est-ce que vous avez des questions ?
Bon, je crois qu'on a toutes nos réponses pour les essais cliniques et la recherche avec l'Europe, hein, clairement. Et peut-être, moi je vois déjà pour une charge d'émission, enfin parce qu'en fait moi je les connaissais pas, donc c'est pas bien du tout. Et peut-être nous aider effectivement à chaque appel à projet, les peser ensemble, enfin pour tous, de nous peut-être lâcher un peu le boulot. C'est pas bien ce que je dis parce que c'est à nous d'aller sur le site, hein, mais peut-être ça pour susciter des appels à projet. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en termes de communication, donc nous avons un communication officer, donc une personne qui est vraiment dédiée à la communication, qui elle par exemple est en contact permanent avec toutes les communication officers des EURN, mais il y a pas, elle est très contente en fait de inclure, si vous avez donc une personne qui s'occupe de la communication dans la filière et vous voulez qu'elle soit en contact avec Eleonora, il n'y a pas de problème, comme ça elle peut l'ajouter aussi à sa liste de diffusion et en fait comme ça vous pouvez recevoir les informations d'une manière plus fluide ou des informations plus ciblées s'il y a quelque chose qui vous intéresse en particulier.